musulman. Il finit par se réconcilier avec Lamine Gueye, dont il fit le deuxième personnage de l'État. Les fondations sur lesquelles il bâtit la République sénégalaise et qui persiste depuis plus de 50 ans s'inspirent de la démocratie, des droits de l'homme, des libertés, de la laïcité, d'une laïcité sécularisante, non pas sécularisante, mais d'une laïcité permanente, participant à l'œuvre de construction nationale. Le Sénégal est en effet une république démocratique, sociale et laïque, dit la Constitution, qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion. Le peuple, à l'expression de ce suffrage, ils doivent donc respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. En ce qui concerne les droits de l'homme et des libertés fondamentales, depuis 1960, la Constitution du Sénégal consacre ses 20 premiers articles aux engagements de la République vis-à-vis des principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. L'État sénégalais a donc adopté dès l'indépendance l'idéologie républicaine fondée sur le respect et l'intangibilité des libertés politiques, des libertés syndicales, des droits et des libertés de la personne humaine, de la famille, des collectivités locales, des libertés philosophiques et religieuses, du droit de propriété, des droits économiques et sociaux. Voulant faire accéder le pays à une indépendance réelle, il substitua à l'organisation coloniale du territoire une structure territoriale adaptée à la nécessité du développement. Il adopta pour remplacer l'économie de traite la voie de l'économie humaine. Puis voter un code foncier, un code de la famille, un code de la décentralisation, voulant rapprocher les contraires par le métissage des cultures, une entreprise d'installer le bilinguisme wolof-français à l'école et dans la société. Une politique linguistique de long terme, mais fondamentale et essentielle. Cette action politique fondamentale et essentielle n'est pas encore achevée. Senghor disait qu'il lui faudrait au moins 3 générations. Ça, il faut bien le comprendre à l'heure actuelle. Et continuer les recherches que Senghor a préconisées et a mises en œuvre, a commencé de mettre en œuvre, et qu'il faut absolument continuer. Son devoir de chef d'État s'imposa à lui dans des circonstances où il dut choisir entre l'amitié et l'application de la loi, entre refuser de gracier et contrarier ses sentiments personnels. Pour Senghor, comme pour Mamadou Dia, ce dernier, chef du gouvernement, voyait reposer sur ce qui faisait problème. C'est l'austérité, l'assainissement des mœurs sociales, c'est l'état d'urgence. Vous savez bien ce que tout cela veut dire, car ces problèmes qui faisaient problème, qui étaient à l'origine de la crise de 1962,
62 continue bien souvent à faire problème en ce moment. Donc, ces questions soulevées de vive résistance et Mamadou Dia, conscient de ne pas trouver à l'Assemblée nationale la confiance nécessaire, se devait de leur rendre compte. Et pour ne pas avoir à le faire, il fit d'emprisonner 4 députés frondeurs et évacuer l'Assemblée. Ce n'est pas qu'en France qu'il y a des frondeurs, même ici. Et déjà, bien avant. Il empêchait de ce fait le gouvernement régulier des institutions. Il obligeait Senghor à intervenir. Il fut arrêté, emprisonné, jugé et condamné par la Haute Cour de justice. Il fut libéré auprès de 11 ans, 3 mois et 14 jours. 2 ans après l'indépendance, Senghor, chef de l'État, se devait de faire respecter la loi constitutionnelle dont il était le gardien. Ceci était inscrit dans la Constitution. Il en allait de la crédibilité d'un État qui se voulait du droit. On nous apprend à l'université, en droit pénal, une maxime du lex sed lex. Merci Christian, avec votre permission. Et jugé. Il a fait 14 ans, 11 ans de prison. Voilà ce que ça a été très long, ça a été très dur. Et disons, ça a divisé, a véritablement bousculé les sentiments de la population sénégalaise. Voilà. Voilà un peu, je peux dire, quel était le contexte dans lequel cette crise de 62 s'est déroulée et a été traitée sur ce plan. Senghor, sur ce plan-là, était malheureux. Il l'a dit à Roland Collin, qui fut directeur de cabinet de Mamadou Dia, et que personnellement j'ai très bien connu, avec lequel j'ai travaillé. Il l'a dit à Roland Collin, ça a été très dur pour moi de briser cette amitié qui me liait avec Mamadou Dia. Mais mon devoir de chef d'État m'obligeait à protéger et à faire respecter la Constitution dont j'étais le gardien. Voilà l'explication pertinente que donne Senghor de cette malheureuse affaire. Je dis malheureuse parce que nous avons tous considéré que c'était une affaire malheureuse, que c'était très triste. Et Senghor, sur ce plan-là, son devoir de chef d'État était essentiel pour lui. Lorsque un homme qui s'appelle Abdou Faye Ndafaké, qui était un homme de la région, un homme du rural de la région de Mbour, j'habitais Gandigal. Je le connaissais bien quand j'étais gouverneur de Thiès et que je voulais tourner. C'était ce que le père Lebray appelait un paysan modèle. Eh bien, Abdou Faye a eu une altercation avec Dembe Diop, député maire de Mbour, et il l'a assassiné, il lui a tranché pratiquement la haute. Il est mort et il a été jugé et condamné à mort. Et il a demandé à Senghor sa grâce. Et Senghor, véritablement, pris entre l'enclume et le marteau, vous voyez, Senghor a beaucoup hésité. Alors, pourquoi il a hésité? Moi, je me souviens, j'ai discuté de cette affaire-là avec Senghor. Et un juriste que je suis, je lui ai dit que, véritablement,
il y avait eu une provocation qui avait été faite vis-à-vis d'Abdoul Faye et qu'il fallait faire jouer l'excuse de provocation, c'est-à-dire lui éviter la peine de mort. Mais Senghor n'a pas voulu, finalement, après beaucoup d'hésitation, n'a pas voulu le faire. Il m'a dit, on n'a pas le droit de se faire justice soi-même, ça c'est le droit qui le dit. Et puis, la situation dans laquelle se trouvait le Sénégal était délicate. Il y avait des luttes de clans qui se pratiquaient, etc. Et Senghor voulait le calme. C'est pour ça qu'il a refusé ça. L'autre personne à qui il n'a pas accordé sa grâce aussi, c'est Mustapha Lo. Mustapha Lo a tenté de l'assassiner. Je me souviens, c'était quand après à la fête, c'était à la fête de la Comité ou de la Tabaski, oui. Disons, Senghor avait l'habitude d'aller non pas assister à la prière à la mosquée, mais d'être présent avec les corps constitués, avec les gens qui n'étaient pas musulmans, était présent. Au moment de rentrer dans sa voiture, Mustapha Lo brandit son revolver et pour l'assassiner. Disons, il a levé son bras et un gars l'a levé par bonheur. Mustapha Lo avait oublié d'enlever son cran de sûreté, de sécurité, et le coup n'est pas parti. C'est comme ça que Senghor a été sauvé. Il y a le pas. Hein? Et ça, le problème a été là. Et Mustapha Lo était là aussi. Senghor a été très, très touché, car il était contre la peine de mort. Il n'aimait pas, il était contre la peine de mort. Il a consulté beaucoup de personnes. Et, disons, ces personnes-là, dont des marabouts importants, dont conseillers, il a refusé. Voilà un peu les contextes dans lesquels je me suis trouvé. Là, ces deux personnes-là qui étaient en 67, j'étais directeur de cabinet à ce moment. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Mais dans ce que j'ai dit, vous ne pouvez pas dire que dans le fond, je suis pour celui-ci ou pour celui-là. J'ai évité de me mettre à la portée de l'opinion publique sénégalaise qui, lorsque il arrive malheur à quelqu'un, tout de suite, c'était Issa. Hein? Tout de suite, c'était Issa. Senghor n'était pas sensible à ça. Il était chef d'État. Et Senghor était d'accord avec Mamadou Dia jusqu'au moment où Mamadou Dia a violé la Constitution. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est ça. Et puis, je dois dire une chose. En ce qui concerne la formation du BDS, le Bloc démocratique sénégalais, ce n'est pas Mamadou Dia qui l'a fait. C'est Ibrahima Seydou Ndaw. C'est Ibrahima Seydou Ndaw qui a créé au Sine Saloum le BDS. Notre parti est pour m'opposer à Lamine Gueye. Lamine Gueye qui a tous les deux. Lamine Gueye, vous vous souvenez,
à cette époque-là, Lamine Gueye était maire de Dakar, il était président du Conseil général du Sénégal, il était président du Grand Conseil de l'AOF, il était ministre, il était tout, il avait toute l'administration avec lui. Senghor disait doucement, hein. Sa famille même lui disait, tu peux, il disait, il faut faire attention. Il faut faire attention là-dessus. Il a beaucoup hésité et finalement, il a réussi, il a accepté de faire le BDS. Le BDS, c'est Ibrahima Cheikh qui l'a fait, c'est lui qui a fait pression sur Senghor pour le faire. Il était le patron politique de la région la plus importante du Sénégal, le Sine-Saloum. J'ai vécu cette époque-là où Senghor venait à Saint-Louis chez le père Médor, ici au nord, pour créer le BDS. J'avais une chance, j'étais tellement passionné de politique que mon oncle me racontait tout ça. Donc je le tenais de première main. On ne peut pas dire, Mamadou Dia, vous savez, je vais vous dire une chose. Quand au Conseil général du Sénégal, il s'est agi de voter pour les sénateurs, le BDS avait 11 députés où il fallait voter. Et pour avoir un sénateur contre la SFIO, il en fallait au moins 16 députés. Il lui manquait donc 5 députés. Vous savez, les Sénégalais, ils savent faire de la politique. Hein? Hein? Ils ont débauché des députés à la SFIO. Et Senghor a dit, il y a une chose, moi je vous conseille de prendre Mamadou Dia comme candidat au Sénat. Il a une mauvaise vue. S'il vient en France, il gagne, il sera en France et il pourra se faire soigner.